Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un mot d'abord peut-être des nouvelles mesures sanitaires. Êtes-vous favorable à la fermeture dès 22h des bars et cafés, comme c'est le cas à partir de ce soir dans 11 métropoles, dont Paris évidemment? Alors d'abord, j'ai déploré cette décision qui a été prise sans qu'à aucun moment la région ne soit associée ni consultée. Je l'ai déploré parce que je pense qu'on aurait sans doute pu faire autrement. On aurait par exemple pu trier entre les bons élèves, c'est-à-dire les bars qui font respecter la distanciation physique, qui font respecter les règles, et les mauvais élèves, ceux qu'on aurait pu sanctionner et fermer. Maintenant, c'est trop tard, la décision... Vous avez le sentiment que c'est une forme d'injustice quand même ? Alors, moi, je suis très inquiète. Je suis très inquiète aujourd'hui pour toute l'économie de l'hôtellerie-restauration en Île-de-France. Pourquoi ? Parce que l'Île-de-France subit une double peine. À la fois le confinement, puis aujourd'hui ces mesures, mais aussi, il faut quand même le réaliser, un été complètement catastrophique, une saison touristique désastreuse. Oui, peut-être plus qu'ailleurs d'ailleurs. Mais là, on est la région qui a eu une saison désastreuse. Pourquoi ? C'est très compréhensible. Les Français, ils avaient été confinés pendant 3 mois. Donc, ils sont partis s'aérer pendant les vacances. Et les touristes ne sont pas venus. Donc, nous avons près d'un tiers des bars, des cafés, des restaurants en Île-de-France qui peuvent faire faillite demain. Oui. Donc, derrière la crise sanitaire, il y a des drames humains. Oui. Et c'est pour ça que je suis montée au créneau pour défendre les bars. J'ai demandé plusieurs choses. D'abord, une clause de revoyure dans une semaine. Comme on va le faire à Marseille. Oui. Absolument. Deuxièmement, qu'on baisse qu'on augmente la possibilité d'avoir le fonds de solidarité. Aujourd'hui, pour avoir le fonds de solidarité, les bars doivent prouver qu'ils ont perdu 80% de leurs recettes. 80% de leurs recettes, c'est pas raisonnable. Donc ça veut dire que si vous perdez 70%, c'est très grave pour vous, exactement, mais vous n'avez pas le droit à ces aides. Il faut absolument baisser ces seuils. Il faut qu'il y ait très largement la possibilité pour les bars d'avoir recours au fonds de solidarité à cause de ces nouvelles mesures. Et la troisième mesure, c'est sur les intermittents de la restauration. Nous avons des centaines de milliers d'intermittents de la restauration. Il n'y a rien de prévu pour eux. Les serveurs, les serveuses, les gens qui sont en cuisine. Et tous ceux qui travaillent dans l'événementiel, les traiteurs. Donc tout cet écosystème de la restauration où on a des centaines de milliers de personnes qui n'ont plus rien. Je demande pour eux qu'on neutralise la période du confinement et cette nouvelle période de fermeture dans leurs indemnités chômage. Sinon, ils vont arriver en fin de droit, comme on l'a fait pour les intermittents du spectacle. Mais pour aller plus loin, Valérie Pécresse, il se passe quelque chose quand même dans le pays en ce moment. La colère des citoyens, la colère des professionnels de cette industrie dont vous parliez, la colère aussi des élus, tous bords politiques d'ailleurs confondus, Muselier, Républicains, Samia Ghali à Marseille et plein d'autres. Est-ce que vous partagez l'idée de ceux qui disent qu'on en fait trop sur cette crise sanitaire ? Les morts de la crise sociale seront bien plus nombreux que les morts du Covid, disent de nombreux économistes. Je suis d'abord une élue responsable. Et en tant qu'élue responsable, jamais je ne remettrai en question des décisions qui sont prises sur des motifs sanitaires, parce que le sujet, c'est la vie des Français, et je suis inquiète des données sanitaires que j'entends aujourd'hui. Le seul problème que nous avons, c'est qu'on est passé, j'allais dire, sans transition, d'une rentrée insouciante à des mesures extrêmement coercitives. Oui. Pratiquement sans transition, sans préparation des esprits. Et les Français l'ont vécu très violemment. Et c'est vrai qu'on doit désormais vivre avec le virus, c'est-à-dire concilier l'activité économique avec la crise sanitaire. Et ça, c'est le grand défi à venir. Je suis comme vous, je pense qu'il faut faire très attention à ce qu'on n'ait pas des drames humains qui sont liés à la crise économique et sociale. On a énormément de Français qui n'ont plus de ressources aujourd'hui. Oui. Et ça, c'est quelque chose que le gouvernement doit entendre. Alors vendredi, je passe d'un sujet à l'autre, mais c'est important d'en parler. Emmanuel Macron devrait prononcer un discours très attendu sur le séparatisme. Alors il est beaucoup critiqué pour ne pas en faire assez, disent ses opposants, vous y compris d'ailleurs. Quelle annonce, en très peu de temps, parce qu'on va en parler après, j'ai d'autres questions à vous poser, quelle annonce concrète attendez-vous ce vendredi ? D'abord, il faut nommer les choses. Le sujet, c'est l'islamisme radical. Parce que ce mot séparatisme, l'islamisme, il est autant dans le séparatisme, c'est-à-dire on se sépare de la République, que dans l'entrisme. Oui. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les clubs de sport, c'est ce qu'on voit aussi parfois dans l'éducation nationale. Vous dites qu'il y a cette volonté de prendre le pouvoir. Oui, et de pénétrer dans les lieux pour pouvoir influencer notamment les enfants. Et imposer les règles de l'islamisme. Et imposer des règles qui sont, enfin, une loi qui n'est pas la loi de la République, une loi religieuse qui serait
au-dessus de la loi de la République. Et c'est ça qui est dangereux. C'est quand on dit à des jeunes enfants, vous êtes d'abord musulmans avant d'être français. Et ça n'est pas possible. Mais est-ce que votre parti politique, d'une certaine manière, n'a pas aussi sa part de responsabilité? Quand vous étiez aux affaires, notamment dans le gouvernement Fillon, le séparatisme était déjà à l'œuvre, disent les spécialistes qui datent ça à une trentaine d'années. Nicolas Sarkozy, par exemple, avait créé le Conseil français du culte musulman en y englobant des courants proches des frères musulmans à l'époque. Est-ce que c'était une erreur? Je crois qu'il y a eu une forme, effectivement, de naïveté face à ce qui était collective par le passé. Mais la vérité, c'est que le phénomène s'aggrave d'année en année. Après le Bataclan, c'est-à-dire après décembre 2015, plus personne ne pouvait dans la République dire on ne sait pas, on ne connaît pas, on ne prend pas la mesure du phénomène. Aujourd'hui, cet aveuglement doit cesser. Ça n'est pas normal que 6 ans après le Bataclan, aujourd'hui, on soit toujours dans l'angélisme. Je vous donne un seul exemple, mais les fichiers S, on avait 8000 personnes tuées pour radicalisation en France. Absolument, on avait promis aux maires de donner les noms de ces fichiers S. On ne les donne toujours pas. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut exclure des fichiers S de la fonction publique? Est-ce qu'un fichier S, est-ce qu'on peut être sûr aujourd'hui que dans l'éducation nationale, il n'y a pas des fichiers S en train d'enseigner à nos enfants? Non, ce n'est pas le cas. On sait qu'il y a des éducateurs sportifs fichiers S qui enseignent à nos jeunes dans les clubs sportifs. Qu'est-ce qu'on attend? Ça fait des années que je dénonce ce phénomène et ça fait des années qu'il ne se passe rien. Pour les municipales, j'ai dénoncé aussi la présence de fichiers S sur les listes. On les a laissés se faire élire. Donc le sujet, c'est qu'on est dans le déni. Les djihadistes qui vont sortir de prison. 40 cette année, 60 l'année prochaine. Vous avez vraiment tous les chiffres, j'ai besoin de rien. Mais ils vont sortir de prison. Il y avait une loi qui était prévue pour pouvoir les mettre en rétention de sûreté, c'est-à-dire ne pas les libérer s'ils sont encore dangereux. Et cette loi, elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. Il faut en reprendre une immédiatement. Bien, aller plus vite et plus fort. Absolument. Et puis arrêtez de regarder ailleurs. Parce que la crise sanitaire, la crise économique ne peuvent pas nous détourner du fait que dans l'ombre, nos ennemis, les ennemis de la République, se réorganisent et se réarment. Encore une question d'actualité, Valérie Pécresse. Rachida Dati affirme aujourd'hui, sans détour, ses ambitions dans le journal britannique Times pour la présidentielle. C'est assez surprenant d'ailleurs comme annonce. Dans un journal anglo-saxon, elle dit ouvertement « Je souhaite devenir présidente de la République ». Fin août, pour votre meeting de rentrée, vous disiez « Le temps est peut-être venu de faire entendre la voix d'une femme libre ». Est-ce que ce soir, vous pouvez dire « Moi aussi, j'ai envie d'y aller, je suis candidate à la présidentielle pour 2022 ». Aujourd'hui, franchement, ce que les Français attendent de moi, les franciliens qui m'ont élu, c'est que je fasse mon boulot. Donc d'abord les régionales? Non, pas d'abord les régionales, d'abord la région. C'est-à-dire d'abord sauver mes restaurateurs, d'abord m'occuper, et c'est la rentrée étudiante aujourd'hui, des étudiants qui rentrent en plein désarroi à l'université, avec un certain nombre d'établissements qui ne rouvrent pas leurs portes à cette rentrée, avec des étudiants qui n'ont peut-être pas d'ordinateur, avec des étudiants qui ne savent pas où aller se faire tester, avec des étudiants qui n'ont pas de masque. Donc aujourd'hui, pardon de vous le dire, moi je suis à mon poste, je suis à la barre. Quand il y a une tempête, le capitaine il tient la barre. Il n'est pas en train de se demander quelle va être la régate qu'il fera dans 2 ans. Bien, Gérard Larcher, nouveau et énième président du Sénat, il a annoncé qu'il se représentait. La droite a gagné les sénatoriales. Vous validez, Gérard Larcher, c'est le bon choix? Gérard Larcher, c'est un phénomène. Gérard Larcher, il est extraordinaire, il est exceptionnel. Non mais attendez, il était président du Sénat depuis 2008. Mais vous n'avez pas vu sa campagne. Vous n'avez pas vu Gérard Larcher depuis 3 mois. Vous savez qu'il est sénateur depuis 1986 ? Écoutez, j'avais 5 ans. Écoutez, on ne change pas une recette qui gagne. Et vous savez, il y a un vieux proverbe qui dit que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Moi, je crois aujourd'hui que Gérard Larcher, il incarne cette France éternelle, cette France des terroirs, des territoires, cette France d'une certaine forme de sagesse, mais surtout une France républicaine intransigeante. Et jamais Gérard Larcher, lui, il ne tolérera des dérives anti-républicaines. Merci Valérie Pécresse.